C'est bon, j'ai fait ici broadcast. C'est bon, et j'ai fait diffuser live. Et je pense que nous sommes live, oui. D'accord, je vais juste attendre que mon navigateur charge et ouvre la page de Code F, comme ça je pourrai voir les commentaires en temps réel. All right. C'est parfait. J'aime beaucoup ton foulard, by the way. Merci beaucoup. Très sympa, très printanier et tout. Mais tu sais qu'on est en live, par contre. Les grises, oui absolument, mais je profite pour souligner vraiment l'élégance de ce foulard. On va attendre quelques instants que le monde nous rejoigne, n'est-ce pas? Voilà. Juste m'assurer que c'est bien. Ouais, ça diffuse aussi dans le groupe, c'est parfait. Le groupe privé de Code F? Oui. D'accord. Parfait. Attendre quelques instants. Je vais partager, je vais en profiter pour partager le live sur ma page, mon compte également. Alors, bonne idée, chère Adélia. parmi nous, bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Je pense qu'on va commencer tranquillement. Bonjour Annick. Bonjour Adélia. Comment tu vas? Ça va bien. C'est jeudi, comme je dis. C'est jeudi. C'est jeudi, génial. Oui. Bienvenue à ceux qui sont déjà là. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous nous rejoignez au fur et à mesure. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adélia Happy. Je suis votre animatrice d'aujourd'hui, du jour. Je suis animatrice, conférencière, pas encore, bientôt. Et d'être aussi la cofondatrice de la marque de vêtements, de décoration et accessoires Maison Twinny. Alors, pour l'occasion de cette causerie proposée par Code F, j'ai le plaisir d'être accompagnée par sa fondatrice, qui n'est nulle autre que Annick Kouetchegamo. Alors, Annick, tu es spécialiste en éducation financière et en santé financière. Oui. Tu es donc la fondatrice de Code F, qui est une entreprise à vocation sociale, pas, Oui. qui offre des solutions d'éducation et d'accompagnement en santé financière. Et c'est une entreprise qui est indépendante, si je ne me trompe pas, dans le sens où elle n'est attachée à aucune autre institution et elle n'offre pas de produits financiers. Exactement, oui. Je me suis bien renseignée. Génial. Alors, en ces temps justement de pandémie où notre santé est au cœur de l'actualité, on veut vraiment souligner le fait que la santé physique est importante, évidemment, mais la santé mentale et la santé financière notamment ne le sont pas moins. Alors, je pense que ce sera vraiment une causerie qui sera utile pour tous. La causerie du jour s'intitule Porte-monnaie ouvert. C'est bien ça? C'est bien ça. Je suis ravie que nous ayons pu, au long de la semaine, récolter quelques questions justement de différents abonnés de la page Code F et sur toutes les plateformes, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet Annick,
Pour ceux qui sont au Québec, vous savez qu'on a des points de presse régulièrement, enfin quotidiennement d'ailleurs, à 13 heures. Et en ce moment, les nouvelles sont vraiment quotidiennes. Est-ce que tu veux bien nous faire un point peut-être sur l'actualité du moment, qu'elle soit gouvernementale, fédérale ou provinciale, en ce qui a trait aux finances personnelles? Oui, c'est sûr que pour ceux qui suivent la page Facebook de Code F, vous allez voir les différentes mesures qui ont été mises en place. Donc, notamment quand la prestation canadienne d'urgence est sortie, j'ai un peu décortiqué ça. C'est sûr que depuis le 15 avril, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés ou de gros changements dans le paysage des aides financières du gouvernement, surtout. Mais par contre, en fin de semaine dernière, puis aussi hier, il y a des annonces importantes qui ont été faites. La semaine dernière, notamment, il était question de la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Donc, pour les étudiants et les nouveaux diplômés qui, à cause de la COVID-19, ne pourront pas avoir d'emploi et qui ne se qualifient pas pour le programme de la prestation canadienne d'urgence, donc la PCU normale, pourraient avoir jusqu'à 1 250 $ par mois d'aide du gouvernement fédéral pendant la COVID. D'accord. 1 250 $ par mois, c'est ça? 1 250 $ par mois pour s'ils sont tout seuls. Et s'ils ont, par exemple, une personne à charge ou bien ils souffrent d'un handicap, l'aide sera de 1 750 $ par mois. D'accord. Il est important de mentionner que c'est une aide qui irait de mai à août 2020. Okay. Et c'est encore un projet de loi. C'est une annonce que le gouvernement a faite la semaine dernière, mais qui n'a pas encore été entérinée, donc été votée par le Parlement. D'accord. Puis, aussi important à noter, c'est que ça touche uniquement les étudiants canadiens ou résidents permanents. D'accord. Contrairement, par exemple, à la prestation canadienne d'urgence où que ce soit les réfugiés, les étudiants étrangers, les résidents temporaires, les demandeurs d'asile étaient éligibles, pour celle-là, non, malheureusement. Donc, important à noter. Et comme ce n'est pas encore voté par l'Assemblée, par le Parlement, il n'y a pas encore de formulaire à remplir par rapport à ça. D'accord. Mais ça, c'est la première nouveauté. L'autre nouveauté, c'est aussi, depuis hier, en fait, le gouvernement, c'est plus au niveau du Québec. Donc, le gouvernement provincial a annoncé un prêt pour les locataires qui seraient comme mal pris puis ne pourraient pas payer leur loyer, notamment pour le 1er mai qui est demain. Il y a un prêt sans intérêt permis par la Société d'habitation du Québec, donc la SHQ. C'est un prêt, en fait, comment ça se passe? C'est que c'est un prêt qui va jusqu'à 1 500 $. Un prêt sans intérêt, puis le locataire va faire la demande auprès de la SHQ et le versement se fait directement auprès du propriétaire. Donc, ce qui peut être très intéressant justement pour les locataires qui sont mal pris, puis qui auraient éventuellement de la gêne à aller demander un retard ou un report de paiement à leur propriétaire. Okay. Donc, ça, c'est les principales nouveautés. C'est sûr aussi que oui, la semaine dernière, il y a eu l'annonce de la bourse canadienne pour le bénévolat, qui vise aussi les étudiants qui voudraient faire du bénévolat, donner de leur temps et contribuer, on va dire ça entre gros guillemets, à l'effort de guerre actuel. C'est une bourse de 5 000 $ qui leur permettrait de financer leurs études à l'automne 2020. Et là encore, c'est à l'étape de projet de loi et ça n'a pas encore été adopté par le Parlement. Donc, juste pour être clair, comme tu as dit, c'est une bourse. Ça veut dire que donc, ce n'est pas un prêt. Donc, ce n'est pas un prêt et ce n'est pas non plus de l'argent cash qu'on va avoir dans son compte en banque. Et c'est vraiment plus pour la spécificité, c'est vraiment pour les études. Donc, c'est pour ceux qui font du bénévolat, pardon, mais c'est pour les études aussi après, oui. D'accord. Très bon à savoir. Bah, écoutez, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Comme vous le savez, ce soir, on a rendez-vous pour parler à porte-monnaie ouvert. C'est une causerie où on veut vraiment parler de vos finances personnelles, de nos finances personnelles à tous finalement. Alors, on a récolté durant les semaines dernières les différentes questions que vous avez à cœur. Mais écoutez, Annick est là pour ça. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on va les prendre au fur et à mesure. On se fera un plaisir. Du moins, Annick, qui est notre experte du jour, se fera un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas? Oui, oui. On est là pour ça. Parfait. Alors, on va commencer justement à aborder ces questions-là.
tu commençais, Annick, à nous faire un peu un point d'actualité sur les différentes mesures qui étaient offertes par le gouvernement. Quelqu'un demandait, est-ce une bonne idée de demander ou de négocier un report de paiement hypothécaire et ou de carte de crédit avec son institution bancaire ou sa caisse? Oui, en fait, là, il s'agit parmi les premières mesures que le gouvernement, sous le gouvernement fédéral, a annoncé, puis incité la population, ceux qui avaient des difficultés, à se rapprocher de l'institution financière pour demander de l'aide, soit pour le paiement de leur hypothèque ou bien par rapport aux mensualités des cartes de crédit, des intérêts, etc. Et il y a eu beaucoup de mesures d'allègement qui ont été offertes. D'accord. Il est important, enfin, moi, ma réponse par rapport à ça, c'est de dire oui, si vous en avez vraiment besoin. OK? Parce que, comme tu as noté aussi comme la personne l'a dit dans la question, c'est un report. On n'annule pas. OK? Donc, en fait, on est en train de pelleter vers l'avant, quasiment. Donc, si quelqu'un peut faire les paiements actuellement et que, par exemple, quelqu'un n'a pas été mis à pied, quelqu'un n'a pas de perte de revenus, etc., et donc peut faire les paiements normalement, qu'il puisse le faire. Okay? Et sans demander de report. Mais si quelqu'un est vraiment mal pris et n'arrive pas à boucler ses fins de mois, oui, là, il se rapproche de son institution financière pour demander un report, soit du paiement de l'hypothèque ou du paiement de la carte de crédit. Important de mentionner aussi que si vous demandez ces reports de paiement-là, est très important de demander à votre institution financière de vous donner une confirmation, soit idéalement écrite, que le report de paiement en question ne sera pas mis comme un retard de paiement au niveau de votre dossier de crédit. D'accord? Parce que c'est vraiment important parce qu'il ne faudrait pas que non plus que le fait que vous demandiez un report de paiement vienne affecter votre dossier de crédit. Donc, important quand vous faites la demande auprès de votre institution financière, demandez-leur une confirmation idéalement écrite comme quoi les reports de paiement que vous faites, c'est vraiment un report et que ça ne va pas affecter négativement votre dossier de crédit. Ok. C'est assez bon à savoir vraiment parce que moi, j'aurais pensé que, étant donné les circonstances actuelles, que ça aurait été en fait automatique qu'une personne qui demande un report de paiement, que ce soit hypothécaire ou de carte de crédit actuellement, ne soit pas, comment dire, impactée négativement par rapport à sa cote de crédit. Donc, toi, tu recommandes de vraiment faire une demande écrite de la confirmation? Je recommande, puis et moi aussi, j'étais dans la même situation que toi. Je pensais effectivement que c'était comme ça allait de soi. Mais en écoutant une interview justement d'un économiste il y a quelques temps, il m'a fait penser à ça. Puis moi qui ai demandé un report de paiement sur mon hypothèque et les prêts de l'entreprise, j'ai eu une confirmation écrite comme quoi ça n'allait pas affecter mon dossier de crédit. Puis comme dit, vaut mieux être rassuré par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à le faire à côté de votre institution financière, puis vraiment à demander la confirmation. C'est possible. Parfait. La deuxième question que nous avons, justement, toujours par rapport au crédit et au prêt, quelqu'un nous demande, est-ce un bon moment pour demander une ligne de crédit ou un prêt qui aura sûrement un faible taux d'intérêt? Là, ça dépend aussi de pourquoi est-ce qu'on fait une demande. Est-ce que c'est parce qu'on on est bien pris dans cette situation puis on n'a pas de fonds d'urgence et donc on a besoin de nouveaux crédits ou bien parce qu'on saisit ça comme une aubaine pour avoir accès facilement au crédit puis pouvoir l'utiliser comme on veut. Donc, ça dépend toujours de pourquoi est-ce qu'on prend ce crédit-là. Aussi, mais après, je dirais aussi que si, par exemple, vous avez des cartes de crédit à taux élevé, comme du 19,9 bien du 21,9% d'intérêt annuel, ce serait un bon moment d'aller renégocier à la baisse les taux d'intérêt de la carte de crédit, bien de la marge de crédit, mais à long terme. D'accord. Par exemple, ce matin, j'étais en consultation, en coaching avec une de mes clientes, puis à qui j'ai justement recommandé de magasiner au niveau de sa carte de crédit pour avoir une carte de crédit à taux d'intérêt plus faible. Puis elle me disait, ben, moi, je suis allée magasiner auprès de mon institution financière pour voir qu'est-ce qu'il pouvait m'offrir. Puis j'ai vu que d'office, il m'avait déjà mis un taux plus faible. OK. Je lui ai dit, c'est parfait qu'ils aient fait ça, mais essaie de négocier pour que, parce qu'en fait, les allègements de taux qui sont offerts actuellement, c'est pour une période temporaire. C'est temporaire encore, malheureusement. Donc, idéalement, si vous pouvez négocier pour une baisse de taux sur vos outils de crédit existants sur du long terme. Donc, parce que là, normalement, de ce que j'ai entendu dire, c'est que les allègements de taux, c'était au moins jusqu'à septembre, à peu près. Mais si vous pouvez pour l'avoir définitivement, ce sera encore beaucoup mieux, quoi.
Et justement, à ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous donner concrètement, pour ceux qui ne sont vraiment pas familiers avec ce genre de démarche-là, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de taux auxquels on pourrait négocier justement pour sa carte de crédit? Par exemple, quelqu'un a une carte de crédit qui est à 19,99%. Est-ce que je peux demander qu'elle soit réduite à 10%, à 15%? Quel est à peu près l'ordre de grandeur de la réduction qu'on peut demander? C'est sûr que pour les réductions de taux et donc votre négociation auprès de votre institution financière, ça dépend aussi de votre dossier de crédit. OK? Mhm. Parce que le dossier de crédit, moi, je dis toujours, c'est ça qui va déterminer si vous êtes une personne à qui on peut prêter facilement. Donc, si vous êtes un bon payeur ou pas. Par rapport à ça, je dirais donc, allez voir votre institution financière, puis assurez-vous d'avoir un bon dossier de crédit qui va avec. Puis, les taux, vous pouvez avoir du 8,9%, du 10,9% ou du 12,9%. Et après, il y a aussi du 16,9%. Il y a un outil que moi j'utilise beaucoup, même quand je fais du coaching, c'est le comparateur de cartes de crédit du magazine Protégez-vous, qui permet justement de voir c'est quoi les cartes de crédit à faible taux qui existent sur le marché. Et aussi, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous êtes avec une institution financière donnée que vous devez avoir tous vos produits bancaires ou de crédit avec la même institution financière. Et donc, si par exemple, vous êtes intéressé à avoir une carte de crédit à faible taux et que votre institution financière n'est pas intéressée à vous l'offrir, allez magasiner ailleurs. Faites jouer la concurrence, en fait. Oui. Mhm. Parfait. Toujours sur le thème du crédit, justement, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quels sont les risques et avantages finalement des crédits et des dettes? Est-ce que tu peux nous partager quelques astuces sur comment bien les gérer pour justement avoir une bonne cote de crédit? Euh, En parlant de bonne, qu'est-ce qu'une bonne dette? Qu'est-ce qu'une mauvaise dette? Est-ce que tu peux vraiment nous éclaircir un peu plus sur le crédit et la dette, justement? Ouais. En fait, le crédit, beaucoup de gens ont peur du crédit, se disent, oh, la dette n'est pas bien, etc. C'est Ouais. vrai et c'est pas vrai, d'accord? Dans le sens où le crédit est un outil très intéressant et qui peut beaucoup nous aider à bien gérer nos finances. Mhm. Mais il faut faire attention, premièrement, en partant, de ne pas prendre la carte de crédit notamment comme une source de revenus supplémentaire. Ce n'est pas le cas parce que c'est quelque chose qu'on emprunte à quelqu'un en échange d'une promesse de rembourser. D'accord? Donc, ce n'est pas une source de revenus supplémentaire qu'on a. Donc, c'est la première chose à faire. Maintenant, comment bien gérer son crédit, ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'on considère une bonne dette versus une mauvaise dette. Mhm. Une bonne dette, en fait, c'est une dette, donc un emprunt qu'on fait pour acquérir un bien dont la valeur va augmenter au fil du temps. D'accord. Exemple, j'emprunte pour mes études, un prêt d'études. C'est réputé en fait être un investissement dans son capital humain, dans ses compétences, dans l'espoir d'avoir un meilleur travail, un meilleur job, qui va nous permettre de rembourser la dette en question. Ça, c'est Mhm. une bonne dette. Une bonne dette, c'est par exemple d'acheter une maison. Donc, tu prends un prêt hypothécaire pour acheter une maison, ben, en sentant que la valeur de la maison va augmenter, on l'espère, avec les années. Et donc, c'est un investissement. D'accord? Ça, c'est pour une bonne dette. Une mauvaise dette, la définition de ce qu'on en dit, c'est qu'une mauvaise dette est une dette qui est acquise pour acquérir un bien dont la valeur va soit diminuer, ou en tout cas n'augmentera pas au fil du temps, et aussi dont on sera pas, une dette qu'on ne sera pas capable de rembourser au moment où on doit la rembourser. Ce qui va OK. donc générer des frais de crédit, des intérêts à payer. Donc, en fait, une bonne dette, c'est quelque chose qui est utilisé pour quelque chose dont la valeur n'augmente pas et aussi qui finira par nous coûter cher. Donc, c'est ça la mauvaise dette. Donc, le crédit, encore une fois, comme dit, le crédit n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça dépend comment est-ce qu'on l'utilise et pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Et donc, la première chose à penser pour bien gérer son crédit, c'est se poser la question, en ai-je vraiment besoin? Moi, c'est ma question phare. En fait, chaque fois que je peux la plugger, je la plug. En ai-je vraiment Oui, parce besoin? que je sais que tu avais fait justement une causerie avec Camille et Esther que j'ai eu le plaisir de suivre. Oui. Et justement, tu l'avais déjà mentionné, en ai-je vraiment besoin? C'est une En question. fait, moi c'est la question clé, que ce soit en termes de consommation, mais aussi en termes de crédit. C'est qu'avant d'aller prendre une nouvelle carte de crédit, avant d'aller s'endetter pour acheter quelque chose, est-ce que j'ai besoin de ça? OK? Et aussi, au moment d'aller prendre du crédit, est-ce que j'ai de l'épargne de côté pour m'acquérir ce bien-là ou pas? OK? Donc, c'est vraiment une réflexion à faire et ça entre dans les stratégies comment dire, utiliser son épargne pour acheter de quoi ou bien prendre du crédit. Là, ça entre dans des considérations un peu plus complexes d'économie.
d'effets de levier de finances. On n'aura pas forcément le temps de faire le tour de ça maintenant, mais c'est aussi à prendre en considération. Donc, une manière intelligente d'utiliser son crédit, la dette, c'est de se poser la question, en ai-je vraiment besoin est-ce que j'ai besoin d'utiliser ce crédit-là? Est-ce que je pourrais financer ce projet-là par autre chose? Vraiment. Puis, magasiner son crédit. OK? Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de prendre notre carte de crédit, bien notre prêt ou bien notre marge de crédit avec l'institution financière dans laquelle notre compte en banque est. Il est possible d'aller, il est vraiment important de magasiner son crédit, donc aller voir ailleurs. Au Canada, il y a 6 grandes banques et la caisse le mouvement des jardins. Donc, ça fait 7 institutions financières en dehors des autres banques en ligne, etc., qui existent. Donc, au moins 7 options différentes. Donc, avant de vous décider d'aller vers une institution financière, regardez qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Et est-ce que ce qu'il y a sur le marché pourrait vous intéresser, être avantageux. Donc, magasiner prêt, carte de crédit, marge de crédit, magasiner les taux. En fait, on magasine quoi? C'est les taux et les conditions accordées. Donc, il y a ça. Puis aussi, quand vous prenez un prêt, surtout au niveau de la carte de crédit, quand vous prenez une carte de crédit, il y a plusieurs notions importantes à savoir, à mémoriser. Notamment, c'est ce qu'on appelle le paiement minimum. C'est quoi le paiement minimum que je dois faire sur ma carte de crédit? Idéalement, on recommande de payer le solde complet de sa carte de crédit au moment dû, à chaque mois. Mais si ce n'est possible parce que on a un certain COVID, puis vous ne pouvez pas le faire, pour X, Y raison, assurez-vous de payer au moins le paiement minimum. Okay? Il y a ça, puis aussi, et donc vous avez toujours aussi un délai de grâce. Quand vous recevez votre relevé de carte de crédit, vous avez 21 jours ou 28 jours selon la carte pour faire le paiement du solde en question. Donc, vraiment mémoriser ça, payer dans les délais qui vous sont impartis. OK. Donc, ce que je retiens vraiment par rapport à qu'est-ce qu'une bonne dette à une mauvaise dette, une bonne c'est une dette qu'on prend pour un investissement, finalement pour un produit ou un service qui va gagner de la valeur avec le temps versus une mauvaise dette. C'est une dépense pure, quoi. Quelque chose qui va soit perdre de la valeur avec le temps, soit nous coûter même finalement plus que ça. Ouais. Un exemple de mauvaise dette, c'est s'endetter, aller prendre du crédit pour faire un voyage à Cuba juste pour pouvoir la mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément une bonne dette. S'endetter pour aller prendre le dernier manteau à la mode parce que tous les copains ou toutes les copines ont ça. C'est pas forcément une bonne dette. Donc, c'est tous ces... je ne dis pas de ne pas acheter. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais économiser, aller acheter ce que vous voulez. Mais n'allez pas prendre du crédit pour ça. C'est noté. Bienvenue encore une fois à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On a encore plusieurs questions qui nous ont été en banque, qui nous ont été posées préalablement. Mais on va se faire un plaisir de prendre celles qui sont en cours de route si vous en avez. Alors vraiment, sentez-vous à l'aise. On a une autre question, Annick, toujours par rapport au sujet de la dette, parce que je pense que c'est important peut-être de faire le ménage dans nos dépenses avant de parler investissement, parce qu'on va y venir. La question est la suivante. On a de la dette et un peu d'épargne. Quelle action devrions-nous faire en premier? Rembourser la dette, donc carte de crédit, prêt étudiant, etc., ou épargner? Ça va être une bonne question. C'est très, très bonne. Parce que je pense qu'on est plusieurs, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là où toujours une dette ou un emprunt qu'on a fait, mais on a quand même un peu d'argent de côté. Oui. En fait, premièrement, ça dépend de ta situation. Donc, ça, c'est une question que si c'est quelqu'un qui me voit en coaching, par exemple, je veux dire, ça dépend de ta situation actuelle. Il y a donc plusieurs analyses à regarder, des paramètres à voir. Donc, première chose. Deuxièmement, c'est quoi le coût de ta dette? Okay? Est-ce que c'est justement des dettes de carte de crédit à 19,9% ou à 29,9% ou c'est des marges de crédit à 3,95%? Ça dépend parce que selon ce que ça te coûte en termes d'intérêt, le raisonnement ne sera pas forcément le même. Donc, première chose à savoir. Mais moi, de manière générale, je recommande que même si pour un individu, il est important de rembourser sa dette, et effectivement, c'est important, ça doit être important, il ne faut quand même pas négliger l'épargne. OK? Donc, la question, ce n'est pas plus l'un que l'autre. Enfin, on va dire ça à toute chose égale par ailleurs. Donc, de but en blanc, je dirais de faire les deux. Parce que beaucoup de gens
vont se mettre dans une optique où je rembourse ma dette à tout prix, puis je C'est ça. n'épargne pas. Mais Mhm. sauf que, en ce qui concerne l'épargne, il est recommandé de commencer à épargner assez tôt dans sa vie. Donc, et c'est pas forcément parce que commencer à épargner à 20 ans, bien commencer à épargner à 30 ans, ça a un impact sur le montant qui sera épargné, notamment quand on parle d'épargne pour la retraite. Ok, donc c'est vraiment important de faire les deux en parallèle. Mais selon le poids de la dette qu'on a, on peut, c'est pas forcément de faire, quand je dis faire les deux en même temps, c'est pas forcément de faire du 50-50. Donc, si tu as 100 dollars de surplus sur ton budget, de mettre 50 dollars dans ta dette et 50 dollars dans l'épargne. Ça dépend, comme dit, du poids de ta dette. Si le poids de ta dette est très important et que c'est ta priorité, bah, tu peux faire, OK, je mets 70% pour rembourser ma dette et 30% en épargne. Mais il est vraiment important, peu importe la situation dans laquelle on est, d'avoir quand même une discipline d'épargne. D'accord. Est-ce que c'est important plus pour la discipline d'épargne en elle-même ou est-ce que c'est important vraiment pour le montant qu'on pourra accumuler Pour sur... même y compris pour le montant à accumuler à la fin. Parce que quand on parle d'épargne, beaucoup de gens, c'est pour l'épargne pour la retraite, disons. Oui. L'épargne pour la retraite, des études demandent que commencer à épargner, en fait, si on commence à épargner pour la retraite à 20 ans, disons, l'effort d'épargne que ça va prendre, c'est que n'est pas aussi grand que si on commence à épargner à 30, 40, à 30 35 ans, 40 ans. OK? À accumuler n'est pas le J'ai quelqu'un aujourd'hui que j'ai rencontré en consultation qui me disait que elle me disait que moi j'aimerais avoir mis 1 million de dollars pour, dans mes comptes en banque, dans mes placements pour ma retraite. OK? Commencer à épargner 1 million quand tu as 20 ans, je peux faire un calcul géométrique, ça peut être enfin, ce n'est pas un effort de guerre, encore une fois, si important que ça. Mais commencer à épargner pour avoir 1 million à 65 ans quand tu as 40 ans, Il y a un peu épargner 1 million sur une période de 45 ans, une période de 25 ans, tu vois que l'effort à fournir n'est pas le même. C'est pour ça qu'il est vraiment important de commencer à épargner le plus tôt possible pour ces projets, que ce soit pour la retraite aussi, pour ne pas être rendu à 45 ans, 50 ans, où on voit la retraite vraiment venir pas seulement que ça, à commencer à paniquer pour dire je n'ai pas assez d'épargne de côté. En parlant d'épargne justement et de retraite, quelqu'un posait la question entre REER ou CELI, par quoi commencer? Et là encore, c'est une question où je veux dire, ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, oui, ça dépend. Surtout mais là, la variable, ça va être à quel stade de ta vie est-ce que tu es rendu. Okay? Si tu es un jeune encore aux études où tu n'as pas un revenu imposable ou un revenu brut très, très important, je te dirais, va plus vers le CELI. Mais si tu es quelqu'un qui est basé sur le marché du travail depuis très longtemps, etc., ce serait plus le REER qui va être intéressant. Fait que ça dépend. Mais de manière générale, il faut voir le REER comme un produit, oui, mais un produit de placement d'épargne qui est plus pour du long terme. OK, c'est pour ça que le REER, comme le nom se le dit, c'est régime enregistré d'épargne retraite. Donc, c'est un produit qui a été mis en place par le gouvernement pour inciter les Canadiens à épargner pour la retraite. Donc, c'est vraiment plus pour du long terme. Et ce qui est mis dans le REER est déductible d'impôt. Donc, ça va venir réduire le revenu imposable. Deuxième chose, mais aussi, si tu mets l'argent dans un REER, tout retrait du REER va être imposable. Donc, tu payeras de l'impôt quand tu sortiras de l'argent du REER. Donc, le REER, il faut le voir comme, encore une fois, comme un véhicule, enfin, un produit d'épargne pour du long terme. Ce que tu mets est bien réduit de l'impôt que tu payes sur tes revenus, mais ce que tu sors, tu payes de l'impôt là-dessus. Mais ça peut aussi être peut-être vu comme un outil dans la mesure où peut-être, mettons, cette année, j'ai gagné 75 000 $, j'ai envie de faire peut-être de réduire mon impôt, peut-être une partie de cet argent-là sur mon REER, sachant que si l'année d'après, je me retrouve à faire 35 000 $, si je donne un exemple, et bien là, je pourrais aller chercher ce montant-là qui, même s'il augmentera mon impôt de l'année, viendra peut-être balancer, on va dire. En fait, c'est sûr qu'il y a il y a plusieurs stratégies qui existent avec le REER en dehors de la retraite. Tu peux utiliser ton REER notamment pour faire un retour aux études, pour acheter une maison. Et là, justement, les sommes que tu sors de ton REER pour acheter une maison, bien pour faire un retour aux études, il n'y a pas d'impôt payé à la source. Donc, ce n'est pas imposable.
D'accord. Et là encore, mais après, là, il y a d'autres modalités, d'autres critères qui viennent s'ajouter à ça. Et aussi, on dit aussi que si, par exemple, dans ta vie, dans ton cursus, tu prévois de faire une année sabbatique sans revenu, tu pourras aussi payer, tu peux aussi sortir l'argent de ton rien parce que vu que tu n'as pas de revenu de prévu, ben, l'argent que tu sors de ton rien en termes d'impôts, c'est moins impactant. Donc, il y a plusieurs stratégies à faire, mais effectivement, mais ça dépend. Comme par exemple, tu m'as dit, dans un cas où tu ferais 75 000 $, il y a des stratégies à faire. Mais oui, mais sauf que la réalité de quelqu'un qui gagne 75 000 $ ou 100 000 $ n'est pas la même que celle de quelqu'un qui gagne 20 000 $, 28 000 $. Donc, c'est Clair. vraiment là, tu vois que c'est au cas par cas. Mais Et justement, aussi, un exemple, peut-être un cas, juste pour illustrer et peut-être nous éclairer un peu plus concrètement. Mettons que je suis quelqu'un qui a un revenu de 50 000 $ à un poste permanent, donc un revenu qui est relativement stable. Dans ce cas-là, mettons, 40 ans. Entre REER ou CELI, vraiment, qu'est-ce que je devrais... Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que je devrais prioriser? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même un des deux où je devrais mettre plus dessous que dans le... encore une fois, ça dépend. Non, Juste mais, dans non, la mais, réponse. non, mais pour vrai, ça dépend parce que, par exemple, tu peux être à 40 ans, avoir un emploi stable, mais cotiser au fonds de pension de ton employeur. Le fait que de cotiser au fonds de pension de ton employeur, il y a la notion de facteur d'équivalence qui est réduit le montant que tu peux cotiser dans un RIER. Donc là, avec des calculs, ou bien par exemple, si tu travailles un peu pour le gouvernement, avec des calculs, ton conseil financier, bien planificateur financier peut te dire non, va plus dans le CELI. Fait que ça dépend. C'est pour ça qu'il dit il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Ok. Mais je retiens aussi que tu as quand même parlé de conseiller financier. Peut-être que ça peut aussi être l'occasion justement Oui, de ce service-là qu'on a avec nos institutions et de se faire justement conseiller au cas par cas, n'est-ce pas? cas par cas, oui. Parce que là, je suis là pour donner des informations, mais pour des points plus pointus, effectivement, c'est toujours bon d'aller voir un conseiller financier représentant d'épargne collective ou bien un planificateur financier qui va vraiment plus s'asseoir à votre situation, faire des calculs divers, puis vous dire c'est quoi la meilleure recommandation. D'accord. Alors, merci beaucoup, Annick. La première partie de cette causerie, on l'a vraiment consacrée à, on va dire, à tout ce qui est lié à l'épargne, au crédit, à la dette, essayer de stabiliser, de faire le ménage, d'être en bonne santé de base. Maintenant, j'ai des questions qui ont été posées plus en rapport justement à tout ce qui est lié à l'investissement. Oui. Alors, une question est la suivante. Comment bien choisir où investir? Comment bien profiter des opportunités de placement? Ben, en fait, c'est une question effectivement que je me suis fait beaucoup poser ces derniers temps-ci, surtout Oui, avec la crise de la COVID-19 où on entend beaucoup de mouvements sur le marché boursier, puis les gens se disent, mais comment est-ce que je peux faire pour saisir les opportunités qui se dégagent, etc. exact. Euh, et beaucoup de gens sont très frustrés par ma réponse parce que je dis, en fait, encore une fois, ça dépend de ta situation. Oh my. J'ai fait dans le groupe Facebook de Code F cette semaine-ci, c'est un document que j'ai trouvé du Café de la Bourse que j'ai partagé sur le groupe Facebook de Code F Parlons Finance Autrement. Okay. En fait, c'est les 12 commandements avant à considérer pour investir en bourse. Okay? Donc, ils disent un peu 12 points à considérer avant d'investir en bourse. Et c'est la même chose, même en termes d'investissement, c'est les mêmes points quasiment à considérer. Et il y a plein de points intéressant comme par exemple la nécessité de s'informer et de se former par rapport au type d'investissement qu'on vise. Si tu veux investir dans l'immobilier, renseigne-toi sur l'immobilier. Si tu veux investir dans le marché boursier, renseigne-toi sur le marché boursier et quasiment forme-toi. Okay? Parce que beaucoup de gens, surtout, enfin, ces dernières années, il y a beaucoup de films sur, par exemple, le loup de Wall Street ou bien, enfin, plein de trucs comme ça qui ont fait penser aux gens que investir en bourse, tu peux le faire, tu prends le téléphone, tu appelles, puis tu passes un ordre boursier. C'est pas tout à fait ça, OK? Ça se fait, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, il faut quand même être assez prudent. C'est sûr qu'actuellement, il y a plein d'opportunités qui se présentent, mais c'est toujours se poser la question, pourquoi est-ce que j'investis? Je veux investir pour combien de temps? C'est comme la situation financière actuelle. Est-ce que j'ai un fonds de sécurité, un fonds d'urgence qui est déjà bien garni et donc l'argent qui est là, je peux plus m'amuser avec, disons? C'est vraiment se poser ces différentes questions-là. C'est pour ça qu'elle dit, avant de déterminer c'est quoi le meilleur investissement pour moi ou bien pour une personne, c'est important de poser les questions. En fait, il y a les 5 points à considérer dans ce qu'on appelle le profil investisseur. OK.
Okay? Le profil investisseur va permettre de regarder, OK, c'est quoi ta situation financière actuelle? Quelles sont tes connaissances en termes de finances? Parce que si tu veux investir en bourse, puis tu ne sais pas c'est quoi une action, enfin négocier en bourse, etc., ou bien les différentes plateformes qui existent, reconsidère peut-être. Et donc, va t'informer, va te former. Ça voudrait dire que là, par exemple, à court terme, enfin, quelqu'un qui n'a pas eu de formation au préalable en cette saison va avoir la difficulté à pouvoir investir ou Honnêtement, je dirais qu'il faudrait qu'il s'informe d'abord. Okay. Et des opportunités en bourse, il y en a tout le temps. Okay? Actuellement, il y a beaucoup de mouvements sur la bourse à cause de la COVID-19. Mais je me rappelle, c'était quoi? Il y a 1 an, 2 ans, c'était à cause des relations entre la Chine et les États-Unis, fait que le marché boursier dégringolait à vue d'œil. Il y a des jours où, par exemple, au niveau de l'OPEP, par exemple, il y a des mésententes au niveau de l'OPEP, donc le cours du pétrole baisse, chute, il n'y a pas, sans allure, avec l'introduction, enfin la légalisation du cannabis, il y a aussi des nouvelles opportunités. Des opportunités en bourse, il y en a tout le temps. Okay? Mais vaut mieux faire les choses de la bonne manière. Et donc, moi, je dis assurer ses arrières, solidifier ses bases, s'assurer qu'on sait dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Okay? Pour moi, c'est ça, c'est la primaire. Puis, encore une fois, définir son profil investisseur. Pas forcément pour quelqu'un, pas forcément pour moi, mais juste pour soi-même. Savoir pourquoi est-ce que j'investis. Est-ce que je vais investir pour faire de la spéculation, donc pouvoir essayer de timer le marché, ou bien est-ce que c'est plus pour du long terme? OK? Et par rapport aussi à la notion de timer le marché, et je le mets entre guillemets parce que beaucoup de gens aussi aimeraient pouvoir faire ça. Dire, ils regardent la bourse, ils regardent un peu RDI économie, puis là on voit, OK, là le marché boursier est en baisse, OK, je vais acheter, puis je vais pouvoir revendre quand ce sera plus cher. Fine. Mais moi, je dis en fait que dans le marché, par rapport au marché boursier, par rapport à l'investissement boursier, il faut se considérer comme des simples êtres humains. OK? Et que, comme de la même manière que dans le on va comparer ça un peu à jouer au poker. OK? Au Texas Hold'em. Autant tu vas avoir des gens qui s'entraînent à jouer au poker, qui passent leur journée à faire ça, qui sont des professionnels, qui dédient leur vie à ça. Autant tu as des gens, encore une fois, simples mortels comme nous, qui, si on aime le poker, on peut se réunir de temps en temps entre amis, ou bien aller parfois jouer sur Internet. Ce n'est pas la même catégorie de personnes. Et donc, si on veut parler d'investissement à la bourse, il faut savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va suivre la bourse jour et nuit, on est formé en finance? Quand on voit des graphiques qui représentent le marché boursier avec des graphiques bizarres avec des signaux. Ça fait sens pour nous. Ou bien avec juste quelqu'un qui est un investisseur occasionnel. Parce que la notion de vouloir timer le marché, c'est un investisseur occasionnel. Les bonnes occasions, le temps qu'elle quitte de Wall Street ou bien de la Bourse de Montréal à nos oreilles, à nous, l'opportunité générale, elle est déjà passée. Ça, c'est mon avis à moi. Il y en a qui peuvent être en désaccord. Mais encore une fois, le marché boursier, c'est très complexe. OK? C'est très complexe. Et par rapport aux opportunités, etc., ben, la meilleure manière d'être sûr de saisir les meilleures opportunités sur le marché, c'est de faire ce qu'on appelle une épargne systématique et automatique. Où à chaque paye, par exemple, tu as de l'épargne qui est prise pour aller investir sur le marché boursier, dans les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse, etc. Parce que quand c'est automatique, là, non seulement tu n'y penses pas, puis que ce soit le gestionnaire de fonds de ton fonds négocié en bourse, bien la manière dont la machine fait, ben, ils achèteront quand la bourse sera au plus bas, quand la bourse sera au plus haut, quand la bourse sera à un niveau moyen, etc. Tu n'as pas besoin de te forcer à timer le marché. Ton épargne le fait pour toi tout seul. Justement, en parlant toujours de marché boursier, quelqu'un demandait, en ces temps de crise, vaut-il mieux retirer ses actions ou en acheter? Bon, tu ne vas pas m'aimer, mais je vais encore dire ça dépend. Mais en fait, en temps de crise, quand les marchés vont mal, il y a 2 choses qu'on dit. Premièrement, si tu peux, enfin, non, première chose, en tout temps, ne vends pas. OK? Ne vends pas. Même si le cours chute. Même si ça baisse, là, essaie de ne pas vendre. À moins que la compagnie dont tu es, par exemple, tu as une action, etc., fait faillite, là, oui, effectivement. Mais idéalement, ne vends pas. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on voit les baisses sur le marché, c'est ce qu'on appelle des gains, enfin, des baisses ou des hausses, c'est ce qu'on appelle des gains non réalisés. OK? Ou des pertes non réalisées. Et que ce que tu vois là, ça ne sera effectif
que si tu appelles ton conseiller en placement pour dire, OK, vends mon truc. Là, tu vas réaliser le gain ou la perte. D'accord. Tant que tu ne fais pas ça, les hausses ou les pertes, là, c'est juste, c'est pas fictif, mais c'est juste là. Mais c'est du non réalisé. D'accord? Maintenant, ça, c'est la première chose. Donc, quand la bourse va mal, ne vends pas. D'accord. Si tu as de l'argent de côté qui ne te sert à rien, achète. Si tu peux. Profite-en pour acheter. Si tu as de l'argent de côté, si tu as des liquidités nécessaires pour le faire, achète. Après t'être renseigné, comme tu disais. Hein? Après t'être renseigné et formé un minimum, n'est-ce pas? On a retenu. Non, mais tu sais bien, mais ou bien aussi, par exemple, si c'est que tu es déjà investi en bourse, comme moi, par exemple, j'ai des fonds négociés en bourse, j'ai des fonds de commande de placement, je sais déjà les produits que j'ai. OK. OK? Donc, du coup, je peux appeler mon conseiller financier pour dire, là, j'aimerais faire des placements supplémentaires dans les fonds que j'ai. Et donc, là, c'est sûr, je me suis déjà renseignée en amont parce que c'est des fonds que j'ai déjà. Déjà, d'accord. Donc, si tu peux en fait comme surenchérir sur les fonds que tu as, fais-le. D'accord. Donc, c'est ça la deuxième chose. La troisième chose, essaie de ne pas trop regarder tes fonds ou bien son porte-monnaie dans ces temps-là. Moi, je suis investie dans des fonds négociés en bourse, puis ça fait à peu près 2 mois, je n'ai pas ouvert mon compte. Okay? Ah oui, c'est surprenant venant de... Je m'attendais à ce que tu dises que non, on traquait... Non, mon fonds dans lequel j'ai des fonds négociés en bourse. Oui. Pas mon compte en banque. D'accord. Il y a mon compte en banque, mais nous n'avons pas... Mon compte d'investissement, mon compte de la vie de tous les jours. D'accord. Mon compte d'investissement, je n'ai pas regardé depuis très longtemps. D'accord. Parce que quand tu vois du moins 10%, tu te dis genre, c'est pas la peine. Ouais. On va pas se faire souffrance pour rien. Exactement. Justement, on parle d'investissement, mais il n'y a pas que la bourse. Alors, quelqu'un d'autre nous pose une question qui est... En ces temps de crise financière, vaut-il mieux investir en bourse ou dans l'immobilier? Celle-là, je l'ai trouvée dure. Je la trouve dure. Tu ne diras pas ça toi. OK. C'est vraiment de choisir. Et encore là, je vais revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de ton profil d'investisseur. Parce qu'il y en a qui vont dire que oui, l'immobilier, c'est un investissement plus sécure, moins volatile que la bourse. Mais encore, ça dépend. Parce que quand tu regardes, par exemple, à Montréal, ou qui a connu ce qu'on appelle une bulle immobilière ou une envolée des prix des habitations, on dit qu'il risque d'avoir une crise, un éclatement de la bulle en question d'ici l'année prochaine. Donc, ça dépend. Et après, oui, on dit que la bourse, c'est plus volatile aussi, ce qui est très vrai. Fait que ça dépend, en fait, ça dépend de ton profil investisseur. Puis, la réponse peut aussi être, selon ton profil investisseur, aucun des deux. Mais profil investisseur, peut-être pour les profanes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est en fait, le profil investisseur, la réponse est dans le nom. C'est quel type d'investisseur est-ce que tu es? Okay. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui adore le risque, qui aime prendre le risque? C'est comme moi, une fois, je me suis fait dire que c'est un risque dynamique. Mais ça dépend, c'est comment est-ce que tu te sens confortable par rapport au risque ou pas? Par exemple, on parle d'investissement boursier. Est-ce que, par exemple, si on te dit que ton placement boursier a connu une baisse de moins 20%, tu as comme envie de pleurer puis d'appeler ton conseiller financier pour dire je m'en bats tout, ou bien quand ça te dit, tu te dis ok, d'accord, ça va remonter tôt ou tard. Ça dépend de ça. Le profil investisseur, encore une fois, c'est ton horizon de placement. Pour combien de temps est-ce que tu veux investir? Veux-tu investir pour 6 mois, pour 1 an, pour 20 ans, pour 30 ans? Ça dépend de ce que tu veux. Et en fonction de ça, on va te dire, OK, c'est quoi le meilleur investissement pour toi? Et encore une fois, par rapport à la question de bien immobilier ou investissement en bourse, ça dépend de toi, de ta situation. Puis, donc, le profil investisseur, puis la réponse peut être aucun des deux. Donc, quel choisir entre les deux? Moi, je prends les deux, en fait. C'est 2 formes d'investissement, donc je prends les deux. OK. Dans quel cas est-ce que ça pourrait être aucun des deux, par exemple? Si, par exemple, tu n'aimes pas du tout le risque. D'accord. Si tu n'aimes pas du tout le risque, ne va parce que je veux dire autant oui encore une fois je prends l'exemple de Montréal, c'est que oui les prix des maisons ont augmenté, les prix des condos ont augmenté, mais on parle d'une crise possible bientôt. D'accord. Donc par exemple pour ceux qui
Tu disais tout à l'heure que le profil investisseur se définit par 2 paramètres essentiellement. 5. Au risque. Ah, de tolérance au risque et horizon de placement. Horizon de placement, objectif de placement. Le Objectif de placement. La situation financière actuelle, c'est que avoir 10 000 $ à investir versus avoir 200 $ à investir, c'est pas la même chose. Aussi, être célibataire, sans enfant, donc sans bouche à nourrir, versus être père de famille ou bien mère de famille, c'est pas la même situation non plus. Donc ça, puis aussi tes connaissances en placement. Vouloir investir dans un Bitcoin sans savoir c'est quoi une crypto-monnaie ou bien un Bitcoin, bah, c'est pas sûr que ce soit forcément pour toi parce qu'il faut que tu aies une bonne compréhension du produit dans lequel tu veux t'en aller. Bah merci, parce que ça me fait une superbe perche parce que la question d'après porte justement là-dessus. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout familière avec la crypto-monnaie. J'en entends parler, j'entends le mot depuis de nombreuses années. Et quelqu'un demande, le Bitcoin, finalement, est-ce un bon ou un mauvais investissement? C'est quoi la réponse? Tu me vois venir, mais en fait, c'est ça dépend de toi. En fait, c'est sûr que le Bitcoin, c'est maintenant assez récent. Donc, il y a quelques années, ça faisait peur à tout le monde. On ne savait pas de quoi, du tout, c'était quoi cette bête-là. Puis, tu m'aurais dit Bitcoin, tu aurais dit, oh my God, je ne connais rien. OK? C'est ça. Donc, mais depuis quelques années, le Bitcoin est connu de plus en plus. Puis aussi, est de plus en plus réglementé. Donc, du coup, ce n'est plus un extraterrestre dans le marché, dans le monde des investissements. Mais encore une fois, ça dépend de ton profil investisseur. Ça dépend de, est-ce que tu connais comment ça marche un Bitcoin? Okay? Est-ce que les termes de minage ou bien crypto-monnaie, etc., te parlent ou pas du tout? Dans mon cas, moi, c'était au mois d'octobre, on a fait une capsule vidéo sur la crypto-monnaie et c'était Julien Boni de Blockchain Hub de Québec qui est venu nous expliquer c'est quoi une crypto-monnaie. Puis j'ai compris quand il me l'a expliqué, mais depuis, je me demande d'expliquer c'est quoi une crypto-monnaie, je te dirais, je ne sais pas. Donc, pour moi, par rapport au fait que je n'ai pas de connaissances en Bitcoin, pour moi, investir dans un Bitcoin, je te dirais que non, je ne le ferai pas parce que je ne connais rien. Profil investisseur, je n'ai pas non, ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sentirais à l'aise. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui a aussi un bon profil de risque, ça peut être intéressant. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. On a encore une question. Je pense que ça va être la dernière. Alors, je vais vraiment vous inviter, ceux qui nous suivent. Je vois qu'il y a Titia. Bonjour Titia. Bonjour Alassie. Bonjour Nadège. Je prends quelques temps pour vous saluer. Hein. Bonjour Chancel. Il y a une question de Chancel qui dit « J'ai l'impression que la bourse, c'est le nouvel Eldorado. Quel investissement les gens faisaient-ils avant ?» Ma foi, la bourse... L'immobilier, peut-être? Hein? Dans l'immobilier, je sais qu'il y a un adage ou une expression qui dit « La terre ne ment pas ». Est-ce que les gens investissaient plus dans la terre, que ce soit dans l'immobilier ou... enfin, l'immobilier, essentiellement, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de ça? En fait, les gens c'est pas tant de l'investissement, mais ils allaient voir leur banquier puis mettaient l'argent, notamment dans ce qu'on appelle les certificats de placement garantis, qui sont des placements beaucoup plus sécures. Mais qui dit plus sécure dit qu'en termes de rendement, c'est pas forcément non plus alléchant. Mais à cette forme-là, donc tu allais faire, mettre l'argent, enfin, c'est pas placer, mais comme mettre l'argent à la banque. À la banque, en fait. Dans les certificats de placement garantis notamment. Donc, c'est ça c'est ça la manière dont les gens fonctionnaient, mais aussi la bourse, ça fait longtemps qu'elle existe en fait. C'est ça. Ça fait très longtemps qu'elle existe. Je pense que c'est peut-être le fait qu'avec Internet, l'accès à la connaissance est vraiment démocratisé. Donc peut-être que c'est un peu, monsieur, madame, tout le monde ont accès à se former plus facilement au marché boursier, au marché financier en général, qu'il y a peut-être 30 et 40 ans. Oui, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est que oui, il y a de plus en plus, toutes les institutions financières aujourd'hui offrent des plateformes sur lesquelles tu peux investir de toi-même. Moi, j'en utilise une, puis moi, j'investis pour moi-même pour certains placements parce que je voulais m'essayer. Fait que oui, il y a une démocratisation de ce mode d'investissement-là, mais encore une fois, il faut s'y connaître. OK? Et ça dépend aussi de encore une fois, son degré de tolérance au risque. Ça dépend de beaucoup de choses, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, se dire qu'on est comme dans le loup de Wall Street ou bien on est dans, oui, je veux placer un ordre boursier. Non, il y a beaucoup de mécanismes. Le mécanisme boursier est très complexe.
Alors, toujours à ce sujet de l'investissement, Titia demande, y a-t-il un avantage ou un inconvénient à investir dans des fonds FTQ présentement? Déjà, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi FTQ pour tout le monde? FTQ, c'est le Fonds de La question. travailleurs. En fait, on dit en général le fonds de solidarité FTQ. Mhm, En fait, au Québec, il y en a deux. Il y a le Fonds de solidarité FTQ, puis il y a ça s'appelle comment, Fonds d'action, qui permet mhm. d'investir dans les entreprises d'ici. OK. Et ces deux fonds-là sont des fonds gérés par des syndicats de travailleurs, en fait, et qui permettaient, en fait, d'investir l'épargne des travailleurs dans les entreprises d'ici, en fait. Mhm. Puis, un des avantages premiers de ces fonds-là, c'est que ça permet d'avoir un crédit d'impôt supplémentaire, parce qu'en fait, ils offrent surtout derrière. Et ça permet D'accord. d'avoir un crédit d'impôt supplémentaire quand tu investis via le fonds FTQ ou via le fonds d'action CSN, que tu n'aurais pas si tu investissais de toi-même si tu allais voir une institution financière quelconque pour investir. Donc, ça, c'est un avantage premier. Mon avis, puis c'est un avis que je garde de mon ancienne vie quand j'étais en gestion de patrimoine, c'est oui, c'est intéressant parce que le crédit d'impôt en question, oui, c'est très intéressant. Je veux dire, quand tu as un crédit d'impôt supplémentaire de 30% par rapport à un REER quelconque, oui, c'est intéressant. OK. Par contre, ça vient avec des critères. Okay? Des critères de modalités qui sont beaucoup plus contraignantes que d'investir dans un REER dans une institution financière quelconque. Et donc, ça dépend, encore une fois, de c'est quoi ton horizon de placement, pourquoi est-ce que tu le Mhm. fais. Mais c'est sûr que les fonds FTQ, fonds d'action sont aussi intéressants, ils ont leurs intérêts. Puis, mais comme dit, ça dépend de ton OK. profil d'investisseur. Est-ce que si tu veux nous donner un peu plus de détails, Chicha, pour avoir une réponse plus précise, sens-toi à l'aise de rajouter de l'information en commentaire, pas forcément sur ta situation à toi, mais sur un exemple avec plus d'éléments pour qu'on puisse donner peut-être une réponse un peu plus précise. Je veux juste rappeler que on achève bientôt, donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer vos questions, c'est le moment. Puis Annick est vraiment là pour ça. Est-ce que tu vas apporter un complément de réponse, Annick? En fait, encore une fois, par rapport au fonds FTQ, c'est intéressant. Ils ont des Mhm. rendements aussi intéressants. Oui, De ce que je comprends aussi, mais en ce moment, ils ont des rendements quand même intéressants. en ce moment, oui. Mais OK. moi, ma principale contrainte que je trouve par rapport au fonds FTQ ou bien à fonds d'action, c'est que quand, quand tu investis dans un REER, dans une institution financière quelconque, oui, tu peux sortir l'argent de ton REER et il y a un impôt qui est à la source. Sauf si tu as hérité de ton REER pour acheter une maison ou bien pour retourner aux études. OK? Donc, si tu investis dans un REER, dans une institution financière quelconque, tu peux faire ça. Mhm. Dans les fonds FTQ, malheureusement, tu ne peux pas sortir les fonds de tes REER pour autre chose que la retraite, acheter une maison ou un retour aux études. À moins que tu sois dans une situation financière très, très difficile, puis là encore, ça a regardé à partir de 55 ans. D'accord. Donc, du coup, c'est quelque chose que, oui, il y a le crédit d'impôt qui est intéressant, mais est-ce que pour des gens qui sont encore en début de carrière, etc., ça peut être intéressant? Ça se discute tout ça. Mais Mhm. moi, ces contraintes-là, bah, je trouve quand même important de le mentionner. Mais encore une fois, ils ont plein d'avantages aussi. Et ça dépend de OK. pourquoi est-ce que tu le fais. D'accord. Et aussi à mentionner que ce soit avec FTQ ou avec Fonds d'action, c'est que si tu mets ta dans un REER et que tu fais un RAP, disons, donc si tu sors de l'argent pour acheter une maison, une première habitation, Mhm. tu dois faire le remboursement dans le REER que tu as avec la FTQ ou bien Fonds d'action. D'accord. OK? Alors que, par exemple, si tu as un REER avec une institution financière autre et que tu sors l'argent de ton REER pour acheter une maison ou un auto-études, bah, tu peux aller ailleurs dans une autre institution financière pour remettre l'argent dans le REER en question. Mhm. Donc, c'est ça l'ensemble de contrats qui, moi, me donne un sentiment un peu mitigé. Puis là, c'est après, plus de l'ordre de la stratégie financière, puis avoir son conseil financier à son planificateur financier à ce niveau-là. En tout cas, je retiens qu'avant de se lancer dans quelque forme d'investissement, que ce soit la bourse, le bitcoin, l'immobilier, il faut profil investisseur. Et tu disais précédemment oui, que les différents points qui caractérisent ce profil-là sont vraiment la tolérance au risque, l'horizon de placement, les objectifs ou l'objectif de placement, la situation financière, donc une situation notamment familiale, est-ce qu'on est célibataire, est-ce qu'on a un conjoint, une conjointe, est-ce qu'on a des enfants, une personne à charge, et finalement, quel est notre niveau de connaissance des placements là? C'est vraiment des questions auxquelles on doit répondre d'abord avant de faire quelques mouvements ou quelques investissements financiers que ce soit. Effectivement.
D'accord. Il y a un commentaire de Nadège Rosine qui dit: belle émission, pour moi, l'investissement en bourse est trop risqué. La Covid-19 nous donne une belle leçon. Voilà. Non, c'est bon parce qu'en fait, je pense que ça permet de nous connaître en fait davantage sur Tout à fait. le domaine que ce soit. Il y a Titia qui dit: excellent pour la réponse. Alors, si on en détient présentement, est-ce judicieux de les transférer dans une autre institution financière? Tu ne pourras pas. Du fonds FTQ. Tu ne pourras pas. Pas possible. Non. Fait que je te dirais, laisse-les là, puis investis ailleurs. Il y a Ange Cédric qui dit: bonjour et merci pour la capsule. Dans le cadre de la situation difficile que le monde traverse en ce moment, les gouvernements injectent beaucoup d'argent dans l'économie à travers différents programmes. On va justement terminer sur une question qui concerne ce type d'injection que le gouvernement fait. Alors, d'après toi, Annick, qui va rembourser la facture? Est-ce que tu penses qu'on s'attend à des hausses massives d'impôts, par exemple, au sortir de la pandémie? Parce que c'est sûr que si on injecte de l'argent, que ce soit par les allocations, par les prestations d'urgence, par tout ça, c'est qu'il va falloir payer la facture à un moment donné. Ça viendra. Ben, ça dépend parce que là, c'est plus au niveau de l'économie gouvernementale, mais ça dépend parce qu'il y a aussi, au niveau du Québec, il y a des surplus qui étaient constatés dans les dernières années budgétaires, il y a des surplus. Donc, est-ce que les surplus vont permettre d'éponger la facture à voir? Au niveau du gouvernement fédéral, oui, c'est sûr qu'on ça fait un certain nombre de temps qu'on était en déficit budgétaire. Comment est-ce qu'ils vont faire pour éponger la facture? À voir parce que oui, ils peuvent augmenter l'impôt que les cantons, mais aussi les gouvernements en fait, que ce soit provincial, fédéral et autres, se financent aussi par ce qu'on appelle l'émission d'obligations. Donc, du coup, les obligations, c'est un autre véhicule de placement, un produit financier, un peu comme les actions. Okay? Donc, le gouvernement aussi va sur ce qu'on appelle le marché obligataire pour émettre des obligations pour avoir du financement du public, autre que les impôts. Donc, par exemple, tu peux décider un jour, comme forme d'investissement, d'aller acheter une obligation du gouvernement fédéral ou provincial. Okay. Ça peut être une forme d'investissement pour toi. Fait que, honnêtement, je n'ai pas la réponse parce que pour l'instant, je pense que même en ce qui vient du gouvernement, ils sont beaucoup plus en termes à éponger pas éponger, mais s'assurer que la population aille bien. Ça, c'est la priorité première actuellement. Puis après, parce qu'il y a aussi à considérer, il y a ce qu'on appelle le fonds de génération, qui est comme un compte d'épargne gigantesque qui existe. Est-ce que moi, le plus à l'intérieur? Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne suis pas proche des cabinets gouvernementaux pour le savoir. Mais c'est peut-être pas la première crise, ce n'est pas la première crise qu'un gouvernement, que plusieurs gouvernements, en fait, plusieurs nations connaissent. Est-ce que tu as une idée de comment est-ce que c'était géré précédemment, par exemple, après 2008? Comment est-ce que ça s'est traduit par la suite? Mais ce n'était pas les mêmes choses non plus. C'est pas la même chose. On n'avait pas un filet social de 2 000 $ par mois. Aussi. C'est sûr qu'il y a des mises à pied, mais c'est pas la situation n'est pas pareille. Donc, c'est... Ça va vraiment être... Ouais. À voir. Merci beaucoup pour ta question, Ange Cédric. Ticha demande sur de ça, je pense que c'est par rapport à la question précédente sur le... Au niveau il faudra regarder, mais au niveau de mes connaissances, puis encore une fois de mon ancienne vie, non, tu ne peux pas transférer. D'accord. Alors, on a une dernière question justement concernant ces différents types d'argent que le gouvernement injecte dans l'économie. C'est la prestation canadienne d'urgence. Je pense qu'on en a tous entendu parler, pour ceux qui vivent au Canada du moins. Alors, la question est la suivante. Si j'épargne, la PCU, prestation canadienne d'urgence, dit que certaines personnes éligibles donc, se voient octroyer un montant de 2 000 $ par mois. C'est bien ça? D'accord. Oui. Cette personne demande si dans ce montant de 2 000 $ là, j'épargne, disons, 200 $ dans un CELI. Okay. C'est stratégique afin de payer moins d'impôts ou ça ne change rien du tout? Donc, je pense que tu me déclareras peut-être sur le CELI déjà et sur... En fait, on en a parlé aussi un peu plus tôt quand je parlais de RIER versus CELI, dans le sens où c'est sûr que je ne suis pas allée dans la définition du CELI. Le CELI, en fait, est beaucoup plus flexible que le RIER. Donc, c'est comme le nom l'indique, c'est compte d'épargne libre d'impôt.
Donc, ce que vous mettez à l'intérieur comme argent n'est pas déductible d'impôt. Mais en même temps, il n'y a pas d'impôt qui est prélevé quand on fait des retraits. Et tous les rendements que vous pouvez avoir à l'intérieur du CELI va être à l'abri de l'impôt. OK? Donc, ça, c'est l'intérêt du CELI. Et donc, comme je disais aussi, dans la définition du CELI, c'est que si l'argent que je mets dans le CELI ne m'apporte pas n'est pas déductible d'impôt. Donc, investir dans le CELI pour payer moins d'impôts, notamment sur ses revenus, etc., non, ce n'est pas une stratégie payante, en fait. Okay. Mais la question, quand même, est importante parce que beaucoup de gens, peut-être, ne le savent pas, c'est que la PCU, dans la prestation canadienne d'urgence, est imposable. Mais l'impôt n'est pas prélevé à la source, mais c'est imposable. Donc, l'année prochaine, quand on va faire votre déclaration d'impôt de 2020, le gouvernement va se rappeler que le 2000 $ que vous avez reçu, il n'y avait pas d'impôt qui a été prélevé là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il est important et recommandé de mettre un peu d'argent de côté, si vous le pouvez. Et pour mettre de l'argent de côté, vous pouvez actuellement soit mettre un peu d'argent, si vous pouvez, dans un RIER pour espérer donc sauver un peu d'impôts, parce que l'argent qui est mis dans le RIER est déductible d'impôts. Ou bien ne pas faire ne pas faire cela. Puis, si vous avez la chance de retourner un emploi après la crise de la COVID-19, demandez à votre employeur de faire un prélèvement d'impôts à la source plus important pour venir compenser le fait que vous n'avez pas eu à payer d'impôts pendant ce temps-ci de crise. Bien sûr, la PCU, pardon. C'est faisable. On peut vraiment négocier avec son employeur de faire un plus grand... Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est très faisable. Puis, c'est recommandé aussi parce que quand vous arrivez à un nouvel emploi, etc., il y a un montant minimal d'impôt qui est prélevé à la source. Ça, c'est automatique. Mais vous pouvez demander à payer plus d'impôts pour justement éviter d'avoir à payer un impôt, d'avoir un sort de dû d'impôt à payer quand vous faites votre déclaration d'impôt à la fin de l'année. D'accord. Très bien à savoir. Bah, écoute, Annick, ça fait un peu le tour des questions qu'on avait récoltées tout au long de la semaine. Je vois que Shaïda vient de nous faire un nouveau commentaire. Mets la lumière, je reviens, c'est sympa. D'accord. Alors, est-ce que tu m'entends? Comme ça, je peux quand même continuer à poser la question. Non. Pardon? On va attendre le retour d'Annick, ce ne sera pas long. Oui, je suis là. C'est beau? Magnifique. Alors, Shaïda demande, merci pour la belle vidéo en finance. Les fonds négociés en bourse sont-ils déconseillés pour des investisseurs débutants? Le prix du baril du pétrole est tombé bas aux USA. Beaucoup de FNB étaient à prix bas. Pour quelqu'un qui est prêt à prendre le risque, ça peut être un bon investissement? Encore une fois, ça dépend de ton profil d'investisseur. Ça dépend. Non, parce que ça dépend, mais surtout pour les fonds négociés en bourse, ça dépend pour combien de temps tu veux investir dans un fonds négocié en bourse. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à investir dans les fonds négociés en bourse, j'avais un montant fixe que je voulais investir, donc je savais combien est-ce que je voulais investir. Puis, et j'ai fait ce qu'on appelle une entrée progressive en bourse. Donc, j'avais mon montant, puis j'ai étalé les investissements progressivement. Chaque mois, je vais mettre un petit montant pour étaler, justement, pour jouer, justement, parce que tu as aimé le marché, je sais que ce n'est pas dans mes compétences. Donc, j'ai comme étalé mon entrée en bourse, dans les fonds négociés en bourse en question. Mais je me rappelle que jusqu'à 6 mois après mon achat de mes fonds négociés en bourse, les prix ont baissé. Elles étaient en plein jeu de guerre entre la Chine et les États-Unis. Fait que les prix ont baissé. Donc, pendant 6 mois, en fait, pendant 6 mois de temps, 6 à 8 mois de temps, la valeur de mon portefeuille a baissé. Ça a remonté par après. Puis là, depuis la COVID-19, je sais que ça a encore baissé. Ça dépend de ton horizon de placement. Si quelqu'un avait un horizon de placement de 6 mois, ça n'a pas été une bonne idée. Vraiment, ça dépend. C'est vrai que le profil investisseur va être très important de déterminer tout ça, en fait. Et le fonds négocié en bourse, c'était quand même un produit risqué parce que c'est quasiment aussi risqué qu'une action. Qu'acheter une action, en fait. Ça se négocie en bourse, et c'est très volatile. Donc, est-ce que tu es prêt à accepter ce risque-là? Elle dit que oui, elle est prête à prendre ce risque-là et elle parle justement du cas du prix du baril du pétrole. Oui. Ce serait un bon investissement maintenant? Si disons qu'elle a une bonne tolérance au risque, elle a un horizon de 6 mois, son objectif c'est juste fructifier un argent entre guillemets qui dort dans son compte en banque. Elle a un horizon de 6 mois? C'est un exemple que je donne pour essayer de... Si elle a un horizon de 6 mois, ne va pas en bourse. On dit ne pas aller en bourse si votre horizon de placement est inférieur à 2 ans.
Ça, c'est bon à savoir. Donc, si vraiment le temps de placement est inférieur à 2 ans, parce que je pense que beaucoup de personnes, à cause justement de films ou bien d'idées reçues un peu hollywoodiennes, on a l'impression que voilà, en ce moment, il y a vraiment une belle opportunité. Je peux investir en bourse, puis dans 3 mois, récolter Oui, non. Non, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, à moins que vous soyez comme un pro du poker, qui fait ça toute la journée, qui s'entraîne au poker et qui ne fait que ça toute la journée, à la rigueur. Mais si vous êtes un simple mortel, comme la plupart d'entre nous, pas forcément une idée. Non, ok. Donc, Shaila nous dit, ok, merci. Donc, je pense que ça répond à sa question. Génial. Eh bien, je pense que là, définitivement, on a fait le tour des questions. Si vous avez Il y avait des questions en amont, par exemple, quand tu parlais par rapport à la dette. J'en ai vu passer, mais beaucoup plus en haut, je pense. Il y avait Arlette et Chanceux qui avaient plusieurs questions que j'ai vues. On va remonter pour voir ça. Ce serait dommage de rater l'occasion de leur répondre. Alors, Chancel avait posé une question à laquelle on a déjà répondu. Elle disait, j'ai l'impression que la bourse est le nouvel Eldorado. Donc, tu as déjà répondu. Par contre, la question de Arlette, je ne l'ai pas vue. Arlette, si tu veux bien remettre ta question. Elle disait, quel est le bon score de crédit pour être considéré comme un bon payeur? Ah, bon. Bonne question. Idéalement, on dit en haut de 700, voire en haut de 750, c'est très bon. Okay. Mais ça dépend encore parce que en termes de score de crédit, ça dépend de la campagne, de l'agence de notation de crédit qu'on utilise. Equifax versus TransUnion. Parce que Equifax va jouer dans les 750. En haut de 750, tu es bon, mais TransUnion, il faut que tu sois en haut de... Enfin, oui, c'est vrai qu'en haut de 750 aussi. Fait que, ouais. Ça dépend toujours des agences de notation de crédit. Puis aussi, prendre en considération, ça c'est une chose qu'on ne nous dit pas, c'est que le score de crédit auquel nous on a accès n'est pas forcément le même que les banques et les institutions financières utilisent pour nous faire, au moment de nous faire le crédit. Eux utilisent un score qui est un peu plus complexe. OK. C'est ça. Donc, ce qu'on a, c'est un bon indicateur, mais toujours le meilleur indicateur, c'est de pouvoir avoir votre dossier de crédit, de le sortir au moins une fois par année pour vous assurer que toutes les informations qu'il doit contenir sont là et qu'il n'y ait pas justement eu de cas de fraude, ou bien de vol d'identité, ou bien des informations de crédit qui sont là que vous ne reconnaissez pas. Donc, sortez-le au moins une fois pour faire le ménage dans votre situation financière. D'accord. Donc, 750 pour et plus. En fait, 700 et plus. 700 et plus. 700 et plus, on commence à être correct, oui. OK. Puis, tu nous recommandes de vraiment sortir le score de crédit une fois par an. Une fois par an. Et puis, vous pouvez l'avoir gratuitement aussi. La version gratuite, c'est le dossier de crédit sans score de crédit. Et vous pouvez l'avoir gratuitement, que ce soit avec TransUnion ou bien avec Equifax. D'accord. Génial. Donc, Aled dit merci pour la réponse. Alors, Annick, merci beaucoup pour tes réponses. Finalement, les questions continuent à arriver. Donc, si tu veux bien, on va continuer à les prendre. Oui. Allons-y. Oui. Si vous nous demandez, peut-on se fier à la cotation que nous propose notre institution financière, notamment dans l'application mobile? Oui, on peut s'y fier parce que c'est une cotation qu'elle reçoit de Equifax ou de TransUnion. Fait qu'on peut s'y fier. Mais encore une fois, le score de crédit, c'est un indicateur. C'est comme en voyant sur une voiture. Le dossier de crédit va vraiment nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce crédit. Puis c'est vraiment lui qu'il faut voir de temps en temps pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'alerte quelconque, qu'il n'y ait pas eu de demande de crédit faite à notre nom dont on n'est pas au courant, etc. Donc vraiment, regardez. Très bon, très bon. Merci beaucoup. Alors, si ça fait le tour de vos questions, je n'en vois pas d'autres qui reviennent. Je ne sais pas si tu en as vu que j'aurais... Non, je regarde un peu rapidement, mais je pense que non. Il y a un commentaire de Bénédicte qui dit « Merci les filles, ce fut très instructif. La bienvenue, ça fait plaisir. » Ah oui, il y a Lucien qui disait « Bonsoir à vous. Est-ce qu'il existe un formulaire propre à chaque aide du gouvernement? Si on a une hésitation vis-à-vis de son habilitabilité, conseilles-tu de faire une demande tout de même et de rembourser plus tard si on n'était pas éligible? » Non, la règle de prudence dit on se renseigne d'abord au maximum, puis avant de faire la demande. Si tu n'es pas sûr de ton admissibilité, si tu veux, on peut s'en parler aussi directement pour savoir plus de ta situation. Mais si tu vas sur le site du gouvernement qui est
Attends, juste regarder le nom exact aussi du gouvernement, si je l'ai encore quelque part dans mes... Mais tape juste réponse du fédéral, COVID-19, réponse du gouvernement fédéral Canada sur Google. Tu pourras avoir accès à tout, enfin, aussi d'informations de Service Canada, surtout qui répond aux différents, qui donne les différentes règles d'admissibilité. Mais il est préférable parce que c'est sûr que enfin, le gouvernement fédéral, surtout Justin Trudeau, a été assez répétitif sur le fait que ceux qui seraient vus comme perçus comme ayant fraudé le système le paieront très cher. Fait que moi, je dis, sois prudent. Si tu n'es pas sûr, ne le fais pas quasiment. C'était la question de Lucien. Lucien. Parfait. Je vois qu'il y a des questions qui continuent à arriver. Est-ce que tu es toujours disposée à les prendre, Annick? Oui, il y a aussi une question de Chancel plutôt qui disait le paiement minimum à chaque fois de sa carte de crédit affecte-t-il sa carte de crédit? Si tu payes au moins ton paiement minimum, non. Ça n'affectera pas négativement ta cote de crédit, mais en même temps, il y a d'autres choses à considérer, comme par exemple le fait d'utiliser plus de 35% de sa carte de crédit, enfin du crédit autorisé. Donc, si tu ne payes que le paiement minimum de la carte de crédit, assure-toi de n'utiliser que moins de 35% de ta carte de crédit, notamment. OK. Et si tu utilises plus que ça et que tu ne payes que le paiement, que tu ne fais que le paiement minimum, ça va affecter ton taux de crédit. Il y avait aussi une question un peu plus haut de la part de Chancel. Est-ce que tu peux me dire, Chancel, si on a répondu à toutes tes questions? Parce que je sais que j'en ai vu à plusieurs moments. Puis il y en a vraiment plusieurs, alors je suis plus sûre. C'est comment utiliser la confirmation de paiement après pour éviter l'impact sur le taux de crédit. On ne peut pas vraiment l'utiliser, c'est juste en fait s'assurer que l'institution financière a bien avisé les agents de notation de crédit que, que ce n'est pas un retard de paiement du coup. Puis si jamais, quand vous allez sortir votre dossier de crédit, que vous voyez comme quoi il y a eu un problème par rapport à ça, donc il y a noté un retard de paiement, etc., bah, avec la confirmation de l'institution financière, vous pouvez contacter l'institution financière pour dire que voici ce qui s'est passé, ce que tu m'avais dit, voici ce qui s'est passé, puis eux, ils pourront faire des demandes de correction avec Efax ou TransUnion. Donc, je retiens aussi que c'est peut-être, comme tu disais, c'est vraiment peut-être le moment de magasiner son institution financière, puis de voir la qualité du service à la clientèle de l'institution financière, de voir Tu disais tout à l'heure que bon, quand on veut investir en bourse, avoir un horizon de moins de 2 ans, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais c'est peut-être l'occasion d'aller chercher des institutions financières qui ont peut-être des taux d'intérêt pour l'épargne plus intéressants. Oui. Que ce soit des banques physiques, des banques en ligne. Est-ce que, Annick, il y a une question que j'ai peut-être manquée, c'est que, bon, en ce moment de pandémie, je pense que c'est quand même un moment où, oui, c'est un moment où il y a beaucoup de difficultés, mais c'est aussi un moment, je pense, d'opportunité. D'après ce que je sais, il y a plusieurs personnes qui ont fructifié leur argent en temps de crise. Est-ce que toi, tu aurais des recommandations concrètes, en fait, d'investissement que monsieur et madame tout le monde pourrait faire actuellement? Non. Honnêtement, non. Okay. C'est encore une fois, avant d'investir. En fait, je sais que j'ai beaucoup de frustration de la part des gens quand je réponds ça, mais non, parce que je ne suis pas dans un investissement qui peut être correct pour moi par rapport à ma situation à moi ne sera pas forcément la même par rapport à vous. OK? Donc, le profil investisseur vient jouer, puis je le répète, puis je le répéterai toujours, il vient vraiment jouer parce que, encore une fois, comme je disais, c'est que moi, on m'a déjà qualifié de risque, de tolérance au risque dynamique. Donc, oui, j'ai une bonne tolérance au risque. Et aussi, ma situation fait en sorte que je peux investir comme je veux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Et aussi, en fait, bah, du fait de mon expérience de travail, du fait que je travaille dans ce domaine-là, puis j'ai une bonne connaissance de ces produits financiers, fait que je me suis plus à l'aise, je me sens plus à l'aise aussi à aller être assez créative en termes d'investissement. Et encore, ma créativité a ses limites aussi. Là. Donc, ça dépend de tout à chacun. D'accord. Alors, ce que je retiens aussi, c'est que vraiment, on a besoin de se former, on a besoin de se renseigner davantage. Certaines personnes ont la difficulté à le faire toutes seules et je pense qu'elles ont besoin, dans ce cas-là, d'avoir vraiment un accompagnement. Donc, peut-être n'hésitez pas, messieurs et dames, à vraiment aller investir dans même la formation, aller investir dans la recherche de cet accompagnement-là pour passer à l'étape suivante, la prochaine fois, qui sera celle d'investir directement. Peut-être vraiment commencer à se renseigner dès à présent. Alors, on a se former, oui. Qui continuent à arriver. On a Steve qui nous dit si je peux ajouter. Alors, si je peux.
provincial, ce programme est rétroactif, donc peut-être demander jusqu'en novembre. Ben, c'est plus un commentaire qui faisait, je pense, par rapport à la question de Lucien. Oui, merci beaucoup Steve pour le complément d'information. Il y a Ere Young qui demande, est-ce que le remboursement de son crédit one shot, donc en une seule fois, contribue à l'amélioration de notre code de crédit, ou alors vaut mieux être régulier et s'abstenir de le faire d'un coup? Euh, ça dépend de quand, parce que rembourser ta carte de crédit, si tu le fais après ton délai de grâce, une fois que ton délai de grâce est passé, ça va affecter négativement ton dossier de crédit. Okay? Mhm. Donc, si tu le fais avant que ton délai de grâce n'échoue, bah, tu seras perçu comme un bon utilisateur de crédit. De ce que j'ai beaucoup vu passer, puis je trouve quand même intéressant, c'est qu'on nous recommande de de faire les remboursements progressivement. Donc, justement, de ne pas payer one shot, mais de payer en plusieurs fois. Donc, dans le délai de grâce. D'accord. Okay? Avant que ça arrive à échéance, pardon. Mhm. Donc, si tu as un solde de $1000, disons, sur ta carte de crédit, payer en 2 fois. C'est toujours mieux parce Mhm. qu'en fait, la banque va être admirative de ta capacité à payer. Mhm. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de voir est-ce que tu es un bon emprunteur. Donc, Mhm. est-ce qu'on peut te prêter de l'argent? En gros, est-ce que tu es un bon rembourseur d'argent prêté? Ok. Parce que je pense qu'il faut peut-être mettre en avant là-dessus, c'est que en fait, ce que la banque regarde, c'est pas simplement le remboursement, mais c'est aussi vraiment le Comportement. comportement vraiment Oui, de l'emprunteur. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être mieux de le payer en plusieurs fois, si je comprends bien. oui. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Eric. Est-ce que vous avez encore des questions? The time is now. Alors, on a un commentaire de David qui nous dit excellent, mesdames, toujours très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Alors, Annick, pour ceux qui veulent justement se faire accompagner euh, et aller plus loin dans la maîtrise ou bien dans le rétablissement de leur santé financière, s'assurer d'avoir accès à la bonne information parce que tu nous as permis justement de démystifier pas mal justement sur la bourse, notamment aujourd'hui. Je pense que Code F est une institution qui offre ce service d'accompagnement-là, Oui. d'éducation justement et voilà, d'accompagnement en santé financière. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir recours ou bien en tout cas avoir accès à vos services? Ben, premièrement, nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux. La page Mhm. Facebook de Code F, qui est Code F, vous aider à améliorer votre santé financière. Il y Mhm. a le groupe de discussion Facebook que nous avons créé il y a à peu près un mois. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe de discussion Je Code F, confirme, moi j'en finance fais partie. autrement. Honnêtement, objectivement, c'est une pépite parce qu'au quotidien, on a vraiment surtout en ce moment, je trouve que Oui. c'est très rassurant d'avoir autant d'informations vérifiées, véridiques que tu nous partages, du moins que vous nous partagez au quotidien sur la page. Oui. Et c'est aussi un bon groupe de discussion. C'est comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé justement la question de investissement immobilier ou bien en bourse en ce temps de crise. Puis il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de stratégies qui ont été parlées. Puis ça permet aussi de voir comment est-ce que les gens font, comment est-ce que les gens fonctionnent, c'est quoi les bonnes pratiques des autres. Donc, il y a ces deux groupes sur Facebook. Il y a donc la page Facebook de Code F. Code F vous aider à améliorer votre santé financière. Le groupe de discussion Parlons Finance Autrement. Je vous invite fortement à adhérer. Euh, notre site internet Code F est en cours de construction puis arrivera très bientôt. Et donc, il faut aussi voir comment nous contacter là-dessus. Puis, c'est sûr que moi, je suis accompagnatrice financière, coach financier, donc je peux toujours vous recevoir en consultation. D'accord. Vous pouvez m'écrire donc via la page Facebook de Code F ou bien directement par courriel à Annick, A-N-N-I-C-K, à commercial codef.ca. Parfait. Arlette demande la formation, c'est quand? La formation de quoi? Alors, la formation que vous offrez, je pense que ce n'est pas une formation de groupe dont tu parlais, c'est vraiment des formations Ben, individuelles. en fait, des formations de groupe, puis on a une offre de webinaire qui est en cours de préparation de webinaires sur différents types de sujets, que ce Mhm. soit sur comment faire sa déclaration d'impôt ou comment gérer son patrimoine financier, comment investir aussi en bourse. Donc, on a une offre de formation et de webinaires qui s'en viennent, qui va D'accord. pouvoir justement plus pour les individus. Puis après, pour des groupes, en fait, des ateliers en présentiel quand ce sera possible. Puis Mhm. sinon, c'est du coaching financier qu'on fait. Puis on a aussi mis en place un bulletin d'éducation financière
qui a pour but de démystifier les finances personnelles internes à la fois une fois par mois. Et c'est sur abonnement que vous recevez une fois par mois. OK. Comment est-ce qu'on fait pour souscrire à cet abonnement-là? Ça va être possible avec le nouveau site internet de Code F qui OK. est en cours. Il sera disponible et livré la semaine prochaine. Je croise les doigts pour ça. Mais ce sera disponible dessus. Mais si vous voulez dès maintenant, il faut aussi me contacter par courriel ou bien via la page Facebook de Code F. Ouais. Donc là, je vous ai mis en commentaire le lien en fait, vers le groupe que tu mentionnais un peu plus tôt. Oui. Code F, Parlons Finance Autrement. Moi également, je vous encourage vraiment à y adhérer parce que c'est une pépite d'information et de partage sur les finances personnelles. Et voilà, hein, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez où retrouver les différents services de Code F, donc sur Facebook ou par courriel. Puis j'ai envie de dire, Annick, est-ce que tu veux déjà peut-être nous partager sur ce à quoi on peut s'attendre de la part de Code F dans les semaines à venir? Est-ce qu'il y a une autre causerie ou un autre webinaire qui est au programme dans les prochaines semaines, la semaine prochaine, c'est notamment la semaine nationale de la santé mentale et la notion de stress financier et son impact que ce peut avoir sur la santé mentale des individus m'interpelle beaucoup. Puis j'ai fait beaucoup de recherches et d'études là-dessus. Donc, je donne quelques ateliers, quelques webinaires la semaine prochaine à ce sujet-là. Premièrement, avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal, je donne un webinaire mercredi le 6 mai sur le stress financier et ses impacts sur la santé mentale. Le même jour, à 14h, je ferai un webinaire qui sera aussi diffusé en live Facebook avec le groupe 3737, un incubateur d'entreprise basé à Montréal sur la santé mentale et ses impacts sur le stress financier, et ses impacts sur la santé mentale. Et le 7 mai, seulement pour les entrepreneurs, j'aborde la question de la santé financière de l'entrepreneur et l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de filet social, on n'a pas d'employeur pour prendre soin de nous, donc il faut qu'on prenne soin de nous individuellement. Puis, avec cette situation de COVID-19 qui a beaucoup d'impact sur les entreprises, les commerces, etc., le stress financier que l'entrepreneur vit actuellement est très, très fort. Donc, je prends un temps pour en parler avec les entrepreneurs le 7 mai, en lunch and learn aussi. Donc, toutes ces puis, si on n'a pas le temps de mettre dans notre agenda, toutes ces informations-là sont évidemment présentées sur la page Facebook de Code F et dans le groupe Code F, Parlons Finance Autrement. Je vous dis merci à tous. En tout cas, merci à Ticha, à Arlette, à Chancel, à Alix, à Steve, à Mbaye, à Bertoline, à Lucien. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette causerie sur le thème des finances à porte-monnaie ouvert. Merci évidemment à toi, Annick, d'avoir le temps de nous partager ces réponses-là, de nous rassurer, je pense aussi par rapport à nos finances personnelles, de nous outiller davantage par rapport à ça. Je pense qu'on a différentes choses à retenir par rapport à la causerie d'aujourd'hui. C'est vraiment peut-être prendre le temps de mettre ses finances en santé, que ce soit par le rétablissement de ses finances, que ce soit par le remboursement de son crédit, de ne pas nécessairement vouloir saisir toutes les occasions, toutes les propositions du gouvernement, parce que ce ne sont que des occasions différées en fait, de rembourser plus tard. Donc, dans la mesure du possible, peut-être compter sur ses propres finances. Quoi d'autre? Tu as parlé notamment à plusieurs reprises de ça dépend. Ça dépend de quoi? Du profil de l'investisseur. On a dit que le profil de l'investisseur dépendait de la tolérance au risque, de l'horizon de placement, de l'objectif de placement, de sa situation financière et surtout des connaissances dans lesquelles nous souhaitons investir, c'est-à-dire de bourse ou encore d'immobilier. Alors, je vous dis à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous mentalement, prenez soin de vous financièrement. Puis, merci Code F. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Puis aussi, si ça vous a plu, cette expérience vous a plu de la première édition de À porte-monnaie ouvert, mentionnez-nous, puis on pourra aussi voir pour organiser d'autres événements comme ça. Fait que le pouce vers le haut ou bien un petit commentaire sur la page Facebook de Code F, il nous fera plaisir. Puis, je vois une dernière question de Laetitia. Est-ce que le live sera enregistré? Oui, il sera enregistré, puis il sera disponible en début de semaine prochaine sur la page YouTube de Code F. Okay. Merci encore. Merci beaucoup à vous. Bye bye. Bye. À bientôt. À bientôt.